Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. On est sincèrement désolé auprès de nos auditeurs parce qu'on n'a pas la possibilité de relayer leur message aujourd'hui. Je m'arrête sur ce dernier, en tout cas de Arissa Tousso, de la part des médecins. Bonjour, cette cacophonie est à la base des ruptures persistantes des kits de césarienne dans les structures de référence. La victime, finalement, c'est la population guinéenne. C'est Dr Ba qui nous envoie ce message en référence au sujet d'entrée de l'émission aujourd'hui. Bonjour, monsieur Totia Barry. Bonjour, monsieur Diallo. Tout le plaisir. Merci De vous recevoir. Oui. Allez-y. Akoumba, première question. Monsieur Totia, vous êtes doctorant en sciences politiques, Université Lyon 2 Lumière, chercheur sur les industries extractives. Vous avez écouté Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a asséné devant 10 promoteurs de projets de raffinerie d'alumine en Guinée, dire que désormais, vous êtes obligés de construire des raffineries d'alumine et de produire les intrants pour la transformation de la bauxite en alumine en Guinée. Est-ce une décision faisable? Quels sont les risques qui pourraient s'opposer à une telle décision? Merci, monsieur Diallo. La décision du président, c'est une décision volontariste. Elle n'est pas la première en Guinée. On a vu en 1962, le président Sékou Touré a nationalisé les actifs de la société Alcan sous prétexte qu'elle n'a pas tenu ses engagements de transformer la bauxite en aluminium. Donc, en fait, cette décision du président ne tient pas compte d'un certain nombre de problèmes qui assaillent le secteur minier. Bien. Si vous prenez par exemple une raffinerie d'alumine, comme celle de Fria par exemple, il y a 7 paramètres qui entrent dans le calcul de la rentabilité de cette raffinerie. Parmi ces 7 paramètres, il y a 3 que nous maîtrisons, il y a 4 qui nous échappent. Les 3 que nous maîtrisons, effectivement, c'est la volonté politique affichée par les gouvernants. C'est le cadre juridique, le code minier, il est attractif, c'est l'un des plus incitatifs de la sous-région, disons, mais aussi la ressource, la matière première, nous la disposons abondamment sur place. Bien. Les 4 autres paramètres qui nous échappent et qui sont vraiment des paramètres majeurs qui rentrent dans le calcul de la rentabilité d'une raffinerie. Premièrement, il y a les capitaux. Ça demande des investissements lourds. Une raffinerie comme celle de Kobad ou de Gak, qui était l'un des plus avancés, c'est près de 2 milliards de dollars d'investissement. Et ce n'est pas seulement l'entreprise qui les mobilise, il y a la part de la contribution de l'État. Le deuxième paramètre qui nous échappe, c'est les facteurs de production. Et parmi ces facteurs de production, l'énergie occupe une place prépondérante. Pour produire une tonne d'aluminium, il faut 13 MW par heure d'électricité. C'est l'équivalent du double de la consommation de toute la ville de Bouquet en énergie électrique. Et ce que nous ne disposons pas pour le moment, il y a aussi le marché, les débouchés. Par exemple, l'Australie est en avantage par rapport à la Guinée du fait de son positionnement près des grands consommateurs du produit fini qui sont la Chine et les pays du Moyen-Orient. Mais il y a aussi l'expertise, c'est-à-dire la ressource humaine qualifiée qu'il faut employer dans ces raffineries qui, au départ, on est obligé de les importer, après quelques années, faire un transfert de compétences. Donc il faut tenir compte de ces différents éléments pour penser à imposer cette stratégie de transformation aux opérateurs miniers. Donc en gros, on a l'impression que la sortie du premier et du président n'est pas réaliste, n'était pas adossé quand même à des éléments probants, des éléments d'appréciation probants. De mon aide de chercheur, je pense que le président a voulu trouver une mauvaise solution à un vrai problème. Le problème, c'est quoi? Pourquoi nos mines ne profitent pas à la Guinée? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas transformées sur place ou bien c'est parce qu'il y a d'autres facteurs à analyser? Moi, j'opte pour la seconde réponse. C'est pas parce qu'elles ne sont pas transformées sur place. Vous prenez l'usine d'alumine de Fria, elle a démarré en 1960. De 1960 à 89, selon des études de Bouni Campbell, que M. Diallo connaît d'ailleurs, qui est un brillant dans le domaine, l'usine ne réalisait pas de bénéfices à reverser à l'État guinéen. Pratiquement un bilan équilibré. À partir de 89, des difficultés ont commencé et l'usine s'est retrouvée avec près de 90 millions de dollars de dettes. Et ce qui a entraîné d'ailleurs le bradage de l'usine vers les années 2002 à un russe. Donc elle produisait de l'alumine qu'elle vendait le prix de revient, je vais dire, le coût de production, c'était $160 dans les années 90. Et le prix de vente, c'était 150. Elle perdait $10 sur la tonne d'alumine vendue à cause de l'aggravation des facteurs de production, notamment aussi des facteurs liés à des externalités, c'est-à-dire la prise en charge de la production d'eau, de courant, la subvention accordée à l'hôpital Péchiné. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de tous ces éléments-là et réfléchir d'abord à une stratégie de récupération de ce que nous gagnons dans le paiement des taxes. Je pense que c'est le problème fondamental aujourd'hui dans la gouvernance minière. C'est que, est-ce que nous gagnons... Oui. Est-ce que pour vous, la lutte devrait être maintenant de chercher
à recouvrir réellement, à sécuriser, doit revenir à l'État et laisser ces sociétés évoluer le temps que les conditions de fourniture d'électricité et autres soient... le temps que toutes les conditions soient réunies pour la mise en place des raffineries. Clarifier, la production de l'alimine ne demande pas un coût de production, une production d'énergie externe. En tout cas, pour le procédé des Bayern, c'est la transformation de la vapeur qui conditionne la transformation de la bauxite en alimine. Mais pour ce qui est de l'aluminium, j'en conviens avec les propos de M. Totia. Mais pour rajouter sur la question de M. Talibé, le président a dit quand même qu'il va procéder à une évaluation des conventions par des cabinets spécialisés. Ne pensez-vous pas que ce manque à gagner fiscal auquel vous faites allusion ne pourrait pas être identifié dans ce processus-là? Je pense que le problème ne se trouve pas fondamentalement dans les conventions que dans la gouvernance même de l'État. Vous prenez le dernier rapport qui vient de paraître, ITUE 2020, le ministère du Budget déclare un montant de 2294 milliards récupérés par l'État. Vous prenez la même déclaration des entreprises. Ce qui fait combien en dollars ou on est autour de 220 millions de dollars. Vous prenez la déclaration, le formulaire de déclaration soumis aux entreprises, nous sommes autour de 4566 milliards de francs guinéens, à peu près 450 millions de dollars. Ouais. Vous voyez, il y a une différence entre ce que l'État déclare avoir reçu et ce que les entreprises déclarent avoir payé. L'écart se trouve autour de 2272 milliards, soit 250 millions de dollars. On ne sait pas exactement est-ce que c'est l'État qui dissimule ses gains ou bien c'est les entreprises qui surévaluent ce qu'elles payent à l'État. Donc, je pense qu'il faut aller vers la récupération de ce manque à gagner dans la gouvernance minière, mais aussi dans l'intégration du secteur minier dans le circuit économique national. En fait, il est reconnu que les investissements miniers, lorsque vous investissez $100 dans un pays avec une structure économique faible, il y a un phénomène de désinvestissement de ces $100, c'est-à-dire $80 retournent à l'étranger sous forme d'achat de biens et de services avec la sous-traitance parce que vous n'avez pas les mêmes biens et les mêmes services offerts par des structures de l'économie locale. Donc vous prenez par exemple les investissements miniers des 10 dernières années autour de 6,5 milliards de dollars. Vous prenez ce que la sous-traitance locale a capté dans ce montant, c'est 8 000 milliards de dollars. Donc c'est à peine 10%. C'est 8 milliards, vous soyez précis. Non, 8 000 milliards des 10 dernières années. 8 000 milliards de francs guinéens. Un peu plus de 800 millions. Voilà, c'est à peine autour de 892 milliards par an que les entreprises locales guinéennes captent dans la sous-traitance. C'est-à-dire c'est à peine 10% des investissements globaux qui restent. Le reste retourne à l'étranger sous forme d'achat de biens et de services. Non, très rapidement. Toute dernière question. Monsieur Totia, lorsque le président dit de mettre fin à ce jeu de dupes, c'est quoi ce jeu de dupes? Parce que le président pense qu'aujourd'hui nous perdons de l'argent parce que la bauxite n'est pas transformée sur place. Or, fondamentalement, ce n'est pas un problème de transformation qui fait que nous perdons, mais il y a aussi un phénomène de déperdition de ressources dans la gouvernance fiscale et financière. Donc en gros, si les compagnies comme GAC n'ont pas réalisé n'ont pas encore mis en place leur raffinerie, comme cela est dans la convention, ce n'est pas de leur faute. Vous savez, en fait, cette histoire de raffinerie, c'est un ticket d'entrée des entreprises minières. Pratiquement toutes les conventions défient l'indépendance. Les entreprises prennent cet engagement de transformer. La CBG, d'ailleurs, l'avait dit dans sa convention que 3 années après le démarrage, soit en 1976, elle allait mettre en place une usine d'aluminium. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 1974, l'usine a été créée, mais pas en Guinée, en Irlande. Pourquoi en Irlande? Parce qu'on suppose que l'Irlande offrait des facteurs de production avantageux et aussi près de l'Union européenne avec un marché de 260 millions de consommateurs. Donc, il fallait délocaliser l'usine en Irlande au détriment de la Guinée qui n'offrait pas les mêmes avantages. C'est le cas de GAC aussi. Pour GAC, on a assisté à un changement d'actifs, c'est-à-dire dans l'entreprise. Et finalement, GAC a préféré approvisionner ces usines qui se trouvent aux Émiratis que de développer la même entreprise en Guinée. Peut-être c'est cela, le jeu de duperie, le jeu de dupe, comme le dit le président. Allez, voilà, on ne peut plus. Oui.
Et si tu permets, Le Diaouni, rédacteur du discours de Monsieur le Président semble avoir été un grand lecteur du livre de Ibrahim Assouma, L'avenir de l'industrie minière en Guinée. voilà qui est bien dit. On était avec deux grands spécialistes, voilà, finalement, Kumba, dans la peau de le second invité. Grand merci à vous, Monsieur Toti Abari. Merci pour toute votre expertise et les qualités à cette émission. Grand merci à tous les 6. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Yaoune, Ibrahim Babin et tous nos techniciens. Grand merci aussi à Wali Design, Khalil Awada, l'ingénieur, qui nous ont permis de vous servir cette émission. Demain, nous aurons plusieurs invités, notamment Kemoko Touré et Monsieur Abdoulaye Ba de l'UFDG. Au revoir. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.